Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mercredi 1er juin et nous sommes en direct. Et vous le savez, pendant 60 minutes, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission à travers le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir avec les invités qui ont accepté d'être avec nous sur le plateau. Mehdi Chalabi, vous êtes directeur des programmes et des réalisations au ministère délégué chargé de l'environnement. Mamoun Rellab, vous êtes fondateur du cabinet de conseil en développement durable Make Sense et président de l'association Zéro Zbel. Et enfin, Hassan Chouaouta, vous êtes président de l'association marocaine des experts en gestion des déchets et environnement. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Près de 7 millions de tonnes. C'est la quantité de déchets que nous, Marocains, générons chaque année et ce chiffre est en constante augmentation. Un état de fait qui interroge bien évidemment sur la manière avec laquelle nous gérons ces déchets, du stockage au recyclage. À cet effet, le Maroc a lancé en 2008 le programme national des déchets ménagers et assimilés à l'horizon 2022. L'occasion pour nous ce soir, dans notre 4e émission spéciale COP22, de revenir sur la problématique de la gestion des déchets, des décharges et du recyclage, et ce, dans un contexte où la préservation de l'environnement et le développement durable sont plus que jamais au centre des préoccupations du Royaume. Gestion des déchets, l'innovation en marche, c'est le titre de l'émission de ce soir. Les déchets des établissements commerciaux et collectifs, les gravats, ils sont tous appelés déchets solides. Ils comprennent les déchets non dangereux et les ordures ménagères. Selon le 3e rapport sur l'état de l'environnement au Maroc de 2015, la production globale des déchets solides au cours des dernières années est d'environ 9 millions de tonnes par an. Quant aux déchets non traités, ils pèsent plus de 3,7% du PIB national, selon le bureau Veritas Maroc, spécialisé dans l'évaluation de la conformité et la certification. Pour montrer le potentiel à explorer, le bureau nous apprend que seul 25% du papier utilisé au Maroc est recyclé, contre plus de 70% en Europe. Depuis des années, les stratégies et les plans nationaux relatifs à la gestion des déchets s'accélèrent pour rattraper le retard. Le ministère délégué chargé de l'environnement et le ministère de l'Intérieur, avec l'appui d'Al, ont lancé le programme national des déchets ménagers en 2008. Un programme ambitieux de 40 millions de dirhams. Il vise un taux de collecte de 85% en 2016 et de 90% en 2020, sans oublier la réalisation des centres d'enfouissement et de valorisation au profit de tous les centres urbains dans 4 ans. Un autre objectif, développer la filière de tri, recyclage, valorisation avec des actions pilotes pour atteindre un taux de 20% de recyclage en 2020. Jusqu'à fin 2015, le nombre de communes concernées par la collecte et le nettoiement a atteint 150. Et ce sont quelques 94 communes qui ont bénéficié de la mise en décharge, mais les contraintes du secteur sont nombreuses selon le ministère de tutelle. Des contraintes techniques et financières, des retards au niveau de la réalisation des plans directeurs et surtout l'insuffisance en matière de contrôle et de suivi des contrats de gestion délégués. En 2006, le Parlement a adopté la loi 2800 relative à la gestion des déchets et à leur élimination et celle relative à la gestion déléguée des services publics. Mais la société civile dénonce l'absence du contrôle de l'application des textes, lourdement les investissements dans ce secteur. Alors, messieurs, nous allons bien sûr essayer de comprendre aujourd'hui la situation en termes de gestion des déchets et à l'aube de la COP22, et nous aurons l'occasion de revenir de manière beaucoup plus ample à la rentrée, bien évidemment. Le sujet de la gestion des déchets est quand même au centre des préoccupations. Je voudrais juste rectifier un chiffre qu'il y avait dans le reportage. Le programme, le budget alloué au programme national des déchets ménagers est de 40 milliards de dirhams et non pas de 40 millions de dirhams. Alors, pour commencer, aujourd'hui, on a entendu des chiffres. J'ai donné un chiffre en début d'émission. Quel type de déchets avons-nous aujourd'hui au Maroc? Bon, les déchets sont classés en 3 grandes catégories. On a les déchets ménagers assimilés, c'est les déchets qu'on produit, disons, au niveau des ménages. La deuxième catégorie, c'est les déchets industriels, non dangereux, agricoles, inertes, et donc toute la catégorie des déchets non dangereux. Et une troisième catégorie, c'est les déchets dangereux.
Donc les déchets qui posent un problème énorme pour l'environnement et qui ont une origine aussi bien industrielle que ménagère même. Il y a des déchets ménagers qui sont dangereux. Et donc c'est un peu les trois catégories qui sont listées par la loi 2800 et qui les a spécifiées dans un certain nombre de plans directeurs qui sont spécifiés à chaque catégorie de ces déchets à différents niveaux. Quand on parle des déchets ménagers, c'est des plans directeurs au niveau provincial et préfectoral. Quand on parle de la deuxième catégorie, les déchets industriels banals inertes, c'est des plans régionaux. Et quand on parle des déchets dangereux, c'est un plan national des déchets dangereux. Alors, juste pour faire un comparatif, parce que c'est vrai que lorsqu'on donne ce chiffre dans l'absolu, on a l'impression qu'il est énorme. Si on rapporte ça par jour, on produit 18 000 tonnes de déchets par jour. Ménager. Oui, ménagers, hein, Oui. de déchets ménagers. C'est beaucoup si on devait se comparer à d'autres pays comparables? Non, parce que en moyenne, c'est pratiquement 0,80 kg par habitant par jour en milieu urbain. Et nous, on est à 0,76. Et c'est 0,3 au monde rural, donc les petits centres, notamment les petits centres périphériques dans le monde rural. Mais juste par rapport aux 9 millions qu'on avait entendu le reportage, c'est 7 millions de tonnes de déchets ménagers, c'est 1,5 million de tonnes de déchets industriels, dont 300 000 tonnes de déchets industriels dangereux. Et donc, c'est ça ce qui fait les 9 millions. Et effectivement, les déchets inertes, aujourd'hui, nous avons également un réel problème avec les déchets de démolition, les déchets de construction. Puisque le Maroc, c'est un grand chantier. Et malheureusement, on n'a pas encore trouvé la solution pour ce type de déchets. Oui, j'ajouterais sur la catégorisation des déchets, sur les quantités de déchets produites. Il y a 7 millions de déchets ménagers, mais il y a aussi 7 millions de tonnes de déchets de construction. Il y a, pour les déchets industriels, on est à 5 millions de tonnes de déchets banals, plus 1,5 million de tonnes de déchets spécifiques, plus 0,3 tonnes de déchets dangereux. Donc c'est beaucoup plus que les 7 millions qu'on a annoncés au début. Les 7 millions concernent les individus, les déchets ménagers, on va dire les communes. Moi, en tant que président de l'association Zéro Zbel, je me place du point de vue du citoyen. Le citoyen marocain produit en moyenne, le citoyen urbain, 22 kilos par mois. En France, c'est dans les 30 kilos par mois. Aux États-Unis, c'est dans les 60 kilos par mois. Donc on est moins mauvais que d'autres, mais on peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux. Et notre cheval de bataille, nous, c'est de montrer et d'expliquer qu'il est possible de réduire drastiquement notre production de déchets et notre impact environnemental individuel. C'est-à-dire qu'on est à 22 kilos par mois par habitant, avec toutes les spécificités qu'a notre pays. C'est en augmentation. C'est-à-dire que si on fait rien aujourd'hui, on peut rejoindre des pays développés comme la France ou ailleurs. C'est ça, il faut faire attention. Oui. En 2030, nous aurons, au lieu de 7, donc nous aurons 2 millions de tonnes de déchets ménagers de plus. Donc vous imaginez ce que ça se pose en termes d'investissement pour les nouvelles décharges et pour les nouvelles installations de traitement, sachant que de plus en plus, on s'oriente vers la valorisation et par conséquent, il va falloir également réfléchir à la réduction des déchets, malheureusement, ce qui n'est pas encore initié dans notre pays. Alors, on verra bien évidemment de quelle manière on peut mieux gérer. On va parler des décharges, on va parler aussi d'innovation, parce que c'est vrai que pour demain, il faut trouver de nouveaux systèmes, que ce soit en termes de recyclage, mais déjà, l'impact environnemental, parce que ça, c'est quand même la première des choses. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait de manière claire, en fonction des types de déchets, parce que c'est vrai que chaque déchet a un impact différent, le niveau de dangerosité pour l'environnement? Bien évidemment. Quand on parle des déchets ménagers, bien évidemment, s'il n'est pas bien géré, il a un impact, que ce soit au niveau de la collecte, au niveau de l'élimination. Une mauvaise collecte, ça engendre quoi? Un foyer pour les rongeurs, ça engendre des odeurs nauséabondes, ça engendre un cadre de vie qui n'est pas sain. Une mauvaise élimination, bien évidemment, ça engendre un milieu naturel qui est contaminé, l'envol des sacs en plastique qu'on est pour beaucoup. Ça engendre également, et surtout ça, le lexivia, quand on parle de nos déchets, sont des déchets qui sont très humides. Ce sont des déchets qui sont très chargés en matière organique. On va juste réexpliquer ce qu'est le lexivia. C'était ce qu'on appelle c'est le jus là qu'on voyait descendre des camions poubelles. Et quand on sait qu'on ne fait pas de tri en amont et parfois même on a un mélange des déchets ménagers industriels qui finit au niveau de la décharge, donc on sait pertinemment la qualité de ces lexivia qui est très concentré, c'est un lexivia à peu près de 40 000 mg par litre en DBO, et donc il pourrait être même chargé en éléments toxiques. Et si ce lexivia s'infiltre
et contamine la nappe, eh ben ça serait très très dangereux. Ça, si on se concerne les déchets ménagers. Oui. La même chose pour les déchets industriels. Si c'est des déchets qui sont stockés, transportés, s'il s'agit de déchets dangereux, ça nécessite quand même des préalables, parce que c'est pas n'importe quel déchet, donc il faut prendre des précautions en la matière. Au niveau de l'élimination, c'est également le même raisonnement. Ces déchets industriels, notamment dangereux, peuvent être chargés en métaux lourds, peuvent être chargés en éléments toxiques. Et ben, s'ils ne sont pas gérés d'une manière adéquate, et ben, ça impacterait énormément l'environnement et la santé publique en premier lieu. Alors, vous avez parlé des déchets de construction, enfin des déchets de construction, les remblais. Comme vous l'avez dit, le Maroc est un grand chantier. Là aussi, on connaît l'impact clair que ça peut avoir, ce type de déchets, sur l'environnement. Effectivement, mais juste peut-être avant de répondre à votre question, c'est en termes de financier. Oui. Il y avait une étude qui a été faite avec l'appui de la Banque mondiale au Maroc. Le coût de dégradation lié à la gestion de déchets, ça représente pratiquement 0,45 par rapport au PIB national. Donc ça représente quelques 1800 millions de dirhams par an. C'est un manque à gagner, donc ce qui quand même pèse très lourd par rapport, on fait un benchmark par rapport à tous les pays de la rive méditerranéenne. Maintenant, par rapport aux déchets de construction, il y a effectivement la dangerosité de quelques déchets de construction, notamment quand il y a de la colle, il y a d'autres déchets qui sont considérés comme déchets dangereux, et quand ils sont mélangés avec d'autres types de déchets, et effectivement qu'il y a l'infiltration d'Ilexivia, parce qu'il y a des problèmes d'exhibition, effectivement ça peut nuire à la qualité de l'eau qu'on consomme. Mais par contre, il y a d'autres impacts, notamment l'impact visuel. Vous imaginez aujourd'hui, vous pouvez aller dans l'autoroute et en pleine, sur l'autoroute, vous trouvez des débris, des tas de déchets de construction qui sont laissés. Et là, il y a effectivement la responsabilité de ceux qui le produisent, mais également la responsabilité de gérer de l'autorité locale. Parce que souvent, l'autorité locale ne donne aucune indication par rapport au lieu géré de déversement de ces déchets. Et par contre, donc la responsabilité, elle est à la fois partagée par le citoyen, parce que ça arrive que souvent un citoyen fait quelques réaménagements dans sa maison. Effectivement, lui, ce qui l'intéresse, c'est se débarrasser au prix, je dirais, de 200 dirhams par rapport au voyage. Pour que on se fait comprendre. C'est-à-dire, un citoyen peut se débarrasser de quelques tonnes seulement en payant 200 dirhams à un camionneur qui est transporté, et puis on ne se pose même pas la question où va gérer ces déchets. Et puis, effectivement, le camionneur essaie de trouver le moyen le plus proche pour pouvoir le débarrasser. Forcément. Par rapport à l'impact sur l'environnement, après je vous poserai aussi la question, parce que c'est vrai que quand vous avez donné ce chiffre de déchets ménagers, c'est la répartition. Je veux dire, nos déchets ménagers à nous n'ont pas la même nature qu'on peut avoir dans des pays développés. Il y a beaucoup plus de déchets organiques que de déchets plastiques ou papier qu'on peut avoir ailleurs. Tout à fait. Avant de répondre sur la composition de nos déchets, je voudrais parler d'impact environnemental et d'impact social de nos déchets. L'impact environnemental, je vais commencer par les déchets industriels dangereux. On a un des objectifs d'amélioration de la gestion des déchets aujourd'hui au niveau national, c'est que 45% des déchets industriels dangereux soient collectés en 2020. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est logiquement à moins de 45% de ces déchets industriels dangereux, 8% monsieur, qui sont collectés. C'est-à-dire qu'ils sont chargés en métaux lourds, ils sont chargés en diverses substances toxiques, et ils sont au mieux dans une décharge comme celle de Mdiona à Casablanca, au pire déversés dans la mer, déversés dans la nature, et avec tous les problèmes d'infiltration et de pollution qui peuvent y être associés. Pour les déchets ménagers, il y a 3 ans, je me suis posé la question, je me suis dit, le sachet poubelle que je donne au camion poubelle, où il va? Parce qu'un citoyen lambda n'a pas d'information là-dessus. Une fois que le camion poubelle a tourné au coin de la rue, on ne se demande pas, on ne se pose pas la question de savoir. Et je suis allé à la décharge de Mdiona. Je suis rentré avec un camion poubelle, parce qu'on ne peut pas rentrer normalement dans la décharge de Mdiona. Moi, j'ai fait du stop avec un camion poubelle, je suis rentré. J'ai vu là-bas 500 personnes qui travaillent à main nue dans nos déchets. On en a vu de belles images. Et donc, nos déchets ont aussi un impact social énorme, parce que tous ces gens-là se blessent, tous ces gens-là tombent malades. Il y a beaucoup de droits qui sont autour de la décharge, où quand on va faire des petites enquêtes, tout le monde est malade d'asthme ou d'autres types de maladies, des malformations pour les enfants, enfin voilà. Donc la gestion des déchets a certes un impact environnemental, les lixivia, l'envol des sacs plastiques, les odeurs, tout plein de choses, l'émission de gaz aussi, mais aussi un impact social très très fort. Et donc il faut, à mon sens, réduire cet impact à la source, et d'abord commencer par réduire les déchets. Pour la composition de nos déchets, on est à peu près à 60%, et monsieur pourra me corriger, de déchets organiques.
dans notre, sur les 100% sur le panier de déchets, on va dire, qu'on met à la poubelle. C'est une bonne nouvelle. Ça pourrait l'être si on gère bien ces déchets-là. Parce que les déchets organiques sont assez simples à gérer à partir du moment où ils sont séparés au début. Quand ils sont mélangés avec le reste, ils salissent le plastique, ils humidifient le carton, ils réduisent la qualité de ces ressources-là pour pouvoir les recycler, pour pouvoir en faire d'autres choses. Ensuite, il y a, je pense, 10% de plastique, 10% de métal, un petit pourcentage de verre enfin, voilà. Alors, comment, je pose une question toute simple, après ça nous permettra de revenir sur l'impact social, et le fait que lorsqu'on s'intéresse à ce sujet-là, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Marocains qui ne le savent peut-être pas, il y a une vraie économie autour de ce qu'on appelle les mikhalla, le mikhali qui est le chiffonnier, et qu'on voit trier finalement les déchets dans les poubelles, et beaucoup de gens se posent des questions, pourquoi il est en train de sortir toutes les ordures des poubelles, c'est pas pour aller chercher quelque chose de particulier, juste sortir les ordures des poubelles, c'est pour faire un tri. Mais aujourd'hui, comment sont gérés les déchets? De manière concrète, de qui ça dépend exactement? Les textes sont clairs. Les déchets ménagers, c'est une responsabilité des collectivités territoriales. C'est clair. Les déchets, les deux autres catégories, c'est une responsabilité des producteurs. Les déchets industriels, c'est une responsabilité de l'industriel qui le produit, qui produit ces déchets. Et également pour les autres déchets. Bien évidemment, les décharges ou les sites d'élimination, par exemple, une décharge de classe 1 pour les déchets ménagers pourrait recevoir éventuellement des déchets de la classe 2 quand ça ne nuit pas au bon fonctionnement de cette décharge. Mais les responsabilités sont claires. La loi 2800, il a bien précisé la responsabilité de chacun des producteurs. Et la suite, c'est-à-dire la gestion également, il dépend de ces acteurs-là. Comment est-ce qu'on peut qualifier la gestion des déchets au Maroc dans l'État actuel? C'est vrai qu'avec les contraintes qu'on a, que ce soit en termes de budget, avec les systèmes de gestion délégués, est-ce qu'aujourd'hui, elle est relativement efficace? Comment vous la qualifieriez? Efficace, déficiente, relativement efficace? Des déchets, comme ça vient d'être, mais juste un peu d'historique. Oui. Vous savez que le Maroc, on n'a pas une histoire dans la gestion de déchets. La première décharge contrôlée n'a vu le jour qu'en 2002. C'était notre premier. Après l'adoption de la loi en 2006, et surtout le programme national de déchets ménagers, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes passés d'une extrême pollution parce qu'il y avait pratiquement toutes les décharges étaient non contrôlées, sauvages. Il n'y avait aucun respect géré des minimums des conditions. Aujourd'hui, on en a combien? On a 300 décharges sauvages? Aujourd'hui, on peut dire que nous avons quand même, avec Casablanca, si les s'ouvre, nous aurons jusqu'à fin 2016 70% des déchets ménagers produits dans des décharges contrôlées. Dans des décharges contrôlées. Mais nous n'avons pas encore trouvé le problème, la solution pour le lexivia et pour le biogaz. Ça, c'est très important. Et pourquoi? Parce que c'est pas seulement une responsabilité des collectivités. Je prends un exemple, c'est le Japon. Le Japon, où vous trouvez 0 eau dans la poubelle. Parce que les citoyens, il est bien conscient, il est bien sensibilisé sur le fait qu'il met de l'eau dans la poubelle, ça va vers la décharge et ça génère de l'exivia et par conséquent, le problème aujourd'hui dans toutes les décharges, c'est la solution pour traiter le lexivia. Aujourd'hui, le Marocain, malheureusement, nous sommes malheureusement à gérer un pilier de gaspillage, si j'ose dire. Vous avez le Marocain, il a besoin d'un demi-kilo géré de couscous, il fait 1 kilo, et le reste, il le jette dans la poubelle. Il prend une pastèque entière, il mange la moitié, et le reste, c'est 50% de l'eau, il le met dans la poubelle. Et il fait un bon thé, 2 verres, 3 verres, et le reste, avec l'eau, il le met dans la poubelle. Malheureusement, cette eau, aujourd'hui, gérer des problèmes pour les exploitants des décharges, pour les gestionnaires des décharges. Et aujourd'hui, il va falloir sensibiliser la population marocaine pour qu'ils arrêtent ce genre de pratiques. Ça, c'est un exemple. Alors non, il y a parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Ça sert à ça aussi, ces émissions, qu'on puisse comprendre. Finalement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent aussi, bon, c'est de l'eau, c'est naturel, ça va rien faire du tout. Et finalement, ça va partir dans la nature. Juste avant que je vous passe la parole sur ce point-là, juste pour qu'on comprenne, une décharge contrôlée par rapport à une décharge sauvage. C'est quoi une décharge contrôlée? Une décharge contrôlée, c'est une décharge qui respecte des normes en matière d'environnement. C'est-à-dire, avant même de mettre en place la décharge, il faut le choix d'un site. Ça ne se fait pas d'une manière arbitraire comme dans le passé. Dans le passé, c'était une ancienne carrière.
un espace vague et donc on y met une décharge. Aujourd'hui, le choix d'une décharge, ça passe par des études préalables, des études qui superposent un certain nombre de cartes, les ressources en eau, le développement forestier, le développement urbain et toutes les composantes, et ça permet d'identifier ce qu'on appelle des sites libres, des sites qui ne posent aucun impact pour l'environnement. Une fois ces sites sont identifiés, on fait une étude d'impact sur l'environnement pour identifier éventuellement un impact potentiel qui pourrait se poser pour ces décharges-là et mettre un cahier de charge, quelles sont les mesures à prendre. Donc toutes les précautions sont prises et dans la gestion, c'est pas comme une décharge sauvage. Une décharge sauvage, c'est on dépose les déchets et on les laisse, c'est-à-dire à l'air libre. Dans une décharge contrôlée, c'est une couverture quotidienne, c'est une gestion des en couche qui est tassée avec une couverture par la terre et ça remonte en dôme et ça permet une couverture. Donc ça se fait dans les règles de l'art. Le lexivia, il est récupéré parce qu'il est imperméabilisé au fond et il est récupéré pour qu'il soit traité. Bien évidemment, les solutions de traitement nécessitent une évolution, mais il y a des choses. Si vous permettez, j'aimerais juste revenir aux résultats du programme national des déchets ménagers, parce que quand même, c'est vrai que la situation était un peu délicate à présenter. Mais le programme national des déchets ménagers a donné des résultats très intéressants. Quand on sait qu'avant le programme, on était à moins de 10% des déchets qui sont mis en décharge contrôlée, aujourd'hui, on est réellement à 53% et avec les projets en cours, on peut atteindre 60%. C'est déjà en l'espace de 8 ans, sachant qu'on a encore, le programme il est sur 15 années. Donc, et ça c'est un point qui est très important. La collecte, on était à moins de 44% avant le démarrage du programme. Aujourd'hui, on est à 85% après 8 ans. C'est un point qui est très intéressant. Le nombre de décharges, on est à 22 qui existent, on est à 12 qui sont en chantier ou en appel d'offres, ce qui est très important. Les décharges réhabilitées, sur les 220, on a 25 qui sont déjà réhabilitées et on a 60 et 63 exactement qui sont en cours de réhabilitation ou les appels d'offres en cours. Donc le programme, il a donné vraiment, il a boosté un peu ce secteur-là. Alors on reviendra bien sûr sur les perspectives, parce que c'est vrai que l'horizon du plan c'est 2022. Alors sur votre question initiale était sur ce qu'on pense de la gestion des déchets, comment elle est faite, comment on peut la qualifier. Aujourd'hui, certes, le programme de décharge contrôlée avance, ça, personne ne peut le nier. Mais on a quand même, moi les chiffres que j'ai trouvés de la Banque mondiale disent qu'il y a 220 décharges publiques au Maroc. Sur les 220, on en aurait 22, donc 10% exactement, qui seraient des décharges contrôlées et une douzaine qui sont des projets en cours de réalisation. Ça laisse quand même une très très grande marge d'amélioration et ça laisse quand même un très très gros problème à gérer. Cette gestion des déchets qui est faite dans des décharges semi-sauvages, on va dire, du moins pas contrôlées du tout, avec beaucoup d'économies informelles à l'intérieur, c'est un manque à gagner énorme pour l'économie marocaine. Quand on sait que la décharge de Mdiona, comme je vous ai dit, c'est 500 personnes qui travaillent là-bas. En fait, c'est Bouhara, comme on les appelle, les collecteurs, les chineurs, les chiffonniers qui sont dans la décharge, collectent, dès que le camion vient verser ses déchets, ils collectent les déchets et ils le revendent à un moule mizan, un semi-grossiste, qui lui-même revend à un grossiste, qui sortent en moyenne, d'après les chiffres que j'ai pu collecter, 6 tonnes de déchets par jour, chaque grossiste, ils sont une quinzaine. Et tout ça est revendu dans l'économie formelle à des entreprises qui ont pignon sur rue, qui exportent le déchet ou qui le recyclent, sachant qu'il y a un très faible taux de recyclage ici au Maroc. Donc il y a nos déchets, au moment où ils sortent de chez nous, ils sont monnayés au black, et le camion poubelle qui arrive à la décharge de Mdiona est lui-même acheté par Moulay Limizan en fonction de s'il vient d'un quartier riche ou d'un quartier pauvre, parce qu'il y aura plus ou moins de déchets à collecter et de matières à valoriser dedans. Donc la gestion des déchets au Maroc est, pour moi, si on doit retenir quelque chose, c'est 1, l'impact social, 2, l'impact environnemental, et 3, le manque à gagner économique pour le Maroc. C'est une ressource énorme qu'on perd. C'est quand même quelque chose. La nature a horreur du vide et on se rend compte que finalement on a une vraie gestion des déchets qui est faite dans un circuit informel, dans un circuit parallèle. Est-ce qu'aujourd'hui on a pris en compte ce circuit-là? Est-ce qu'on a la capacité d'essayer de formaliser tout ça? Parce que quand on voit l'impact social, mais en même temps les conditions dans lesquelles travaillent ces gens, c'est pas avec tout ce que ça peut avoir comme impact sanitaire en termes de maladies, etc. Est-ce que là, dans ce plan-là,
J'imagine que ça doit être compliqué, que ça doit être des circuits qui sont bien implantés, avec une hiérarchie, avec un patron en la matière, parce que il y a un patron qui gère tout ça en la matière. Ça, on essaie de... Et les pris en considération, et je souligne qu'on vient de loin avant le programme. La description qu'on a faite initialement, c'était vraiment une description un peu négative du secteur. Avec le programme, donc, on est passé dans une première étape de décharges sauvages vers des décharges contrôlées. La première chose qu'on a menée avec l'arrivée de Madame la Ministre en 2014, c'était de revoir les cahiers de charges des appels d'offres. C'est-à-dire, au lieu de se lancer dans des appels d'offres pour des décharges contrôlées uniquement, on se lance sur des appels à manifestation d'intérêt. C'est-à-dire, on demande aux privés, aux délégataires, de venir avec des solutions. Et c'est des solutions qui nous permettent de dépasser la simple mise en décharge contrôlée et d'aller vers la valorisation. Et on a des résultats très intéressants. Donnons l'exemple de Marrakech. Parce que Casa, c'est pas encore une décharge contrôlée. Donc Casa, c'est une décharge qui est gérée, disons, plus ou moins correctement, mais il n'est pas encore une décharge contrôlée. Parce que j'ai plusieurs questions sur la décharge de Mediouna, et puis surtout qu'on est derrière Casa Greentown, et puis il y a des nuages de fumée qui vont... Ça va se résoudre incessamment. Donc, ça va se résoudre incessamment ? Inch'Allah. Marrakech, on était dans la situation qui vient d'être décrite, mais aujourd'hui, Marrakech, il est passé à un taux de recyclage de 48%. Dans la gestion déléguée qu'il est en cours aujourd'hui, avec une partie de production de compost. Quand on sait, vous avez cité tout à l'heure, la production de matière organique. Il a quand même un avantage. Nos terres sont arides à semi-arides sur plus de 90% dans le territoire. Alors qu'on a de la matière organique, à partir de laquelle on peut produire des amendements organiques, du compost, qui pourrait être injecté au niveau du sol et enrichir le sol. Donc, avec une partie production de compost, une partie tri pour le recyclage et une partie production de RDF. C'est des déchets qui peuvent être réinjectés, notamment au niveau des fours des cimenteries pour la production d'énergie. Donc, et ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, on a pu mobiliser les fonds, notamment à travers les quotas sur le plastique. On va essayer de mettre en place 17 centres de tri des déchets pour remédier à ce qui vient d'être décrit. Aujourd'hui, au Maroc, on n'a qu'un seul centre de tri, c'est celui de Rabat. Et on va démarrer, Inch'Allah, 17 centres de tri pour les déchets ménagers assimilés et un centre de tri pour les déchets de serre, les déchets plastiques de serre. Les financements sont disponibles, les études également sont disponibles et ça va permettre de remédier à cette situation et d'intégrer ces gens-là parce que ce sont des Marocains comme nous. Notre idée, c'est pas de les mettre de côté, les récupérateurs qui travaillent directement. Je ne parle pas des intermédiaires et des grossistes. Parce que les intermédiaires et les grossistes, ils gagnent énormément d'argent sur le dos de ces gens-là. Moi, je parle des récupérateurs qui travaillent directement. C'est ces gens-là qu'on va intégrer dans le circuit. Ils doivent travailler dans des conditions saines, avec des gants, avec des sécurité sociale, avec tout ce qu'il faut. Et c'est l'exemple de Rabat, il est intéressant. Ils vont être engagés par des gestionnaires délégués, ils vont être fonctionnaires, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ils peuvent s'organiser. Je donne l'exemple de Rabat. Ça devient un secteur privé à part entière. Non, ils se sont organisés en coopérative. Ils se sont pris en main, ils ont un président qui fait partie de leur équipe, ils ont recruté un comptable et c'est vraiment un très bon exemple à méditer. Et c'est les gens qui collectent, qui font un tri et qui vendent et qui sont libres de leur acte. Et donc ça permettra vraiment de donner, disons, un exemple pour d'autres villes, pour les autres centres qu'on va mettre en place. Et ces gens-là, ils vont intégrer le circuit et ça permettra d'une part de résoudre la problématique des déchets, mais de créer des emplois verts. Et c'est vraiment quelques dizaines de milliers qui vont être créés vraiment qu'à travers disons, le secteur des déchets. Alors, quelle perspective, justement, pour la gestion des déchets, en termes de valorisation, en termes de recyclage? On a besoin d'innovation, aussi de projets innovants qui nous permettent de faire des choses dans le futur. On fait une petite pause, on en parle juste après. Des déchets en question, c'est le sujet de l'émission de ce soir. Si vous venez de nous rejoindre dans 60 minutes pour comprendre, on va essayer de voir les perspectives dans le futur et puis bien sûr à l'aube de la COP 22, essayons de comprendre ce qui va être mis en place, notamment en termes de programme. On regarde le sujet de Manal Khdari. La raréfaction des ressources de la planète, un cauchemar pour tous les pays du monde. Pour y faire face, les déchets ont commencé à être considérés comme des ressources pouvant alimenter les cycles de vie des produits. L'économie circulaire est aujourd'hui placée au cœur des priorités des pays. Les autorités adoptent des réglementations, souvent accompagnées par des actions d'ONG et des sociétés de gestion déléguées.
Des actions qui se multiplient à quelques mois de la COP22 qui se tiendra du 7 au 18 novembre prochain à Marrakech. C'est le cas de l'IDEC qui a organisé le samedi 28 mai dernier les ateliers Génération Climat. Pas moins de 250 étudiants universitaires ont pris part à l'événement. Les thématiques abordées sont liées à l'eau, à l'énergie, à l'océan et aux déchets. À l'issue de cette initiative, plusieurs propositions sont nées, des recommandations présentées aujourd'hui même lors d'un colloque organisé par l'IDEC. En mai dernier, une rencontre internationale sur la gestion des déchets solides et le tri à la source s'est tenue à Tétouan. Elle s'est tracée un objectif majeur, contribuer à augmenter le taux de recyclage de 5 à 20% à l'horizon 2020, mais aussi adopter une approche participative en matière de gestion des déchets solides. Les initiatives du genre sont nombreuses. Ce sont des occasions pour échanger et partager les meilleures pratiques relatives à la gestion des déchets. Objectif, impliquer le citoyen dans le processus de tri des déchets et renforcer l'attractivité touristique des villes. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire de nos déchets? Parce que c'est bien de parler de recyclage, mais comment on peut les recycler? Quelles sont les infrastructures dont nous avons besoin aujourd'hui pour recycler? Et qu'est-ce qui est, on va être pragmatique, qu'est-ce qui est faisable à court, moyen et long terme? Alors, avant de parler de recyclage, j'insiste sur le fait que la première des choses à faire, c'est de réduire notre production de déchets. Parce que le recyclage, c'est, en gros, on prend un déchet, on le broie, on le lave et on essaye d'en refaire une matière première pour produire d'autres choses. Mais en anglais, on appelle ça du downcycling, c'est-à-dire que cette matière perd de sa valeur et elle ne perd pas de son impact environnemental. C'est-à-dire que le déchet plastique que je vais mettre à la poubelle qui va être recyclé, il reviendra à la poubelle à terme. À un moment donné. Il y a un moment où il va falloir en faire quelque chose, ou le brûler, ou il finira dans la nature. Donc la clé, pour moi, et l'innovation principale est vraiment dans l'éducation à la réduction des déchets. Moi, j'ai mené il y a 3 ans une expérience qui était documentée sur un blog que vous pouvez retrouver. L'expérience s'appelle Zerosville, du même nom que notre association. J'ai réduit de 96% ma production de déchets ménagers, donc les déchets que je mets à la poubelle chez moi. Urbain, avec un mode de vie urbain. En 6 mois, avec un mode de vie urbain, en parallèle de mon travail. Et je ne suis pas aujourd'hui un homme qui vit dans la forêt. Je continue d'être un Casablancais qui a un mode de vie normal et un travail comme tout le monde. Donc, si j'ai réussi à réduire de 80... Vous l'avez encore réduit aujourd'hui? J'ai ce mode de vie depuis 3 ans et je continue à jeter une quantité extrêmement faible de déchets dans ma poubelle. Où est l'avantage? L'avantage est que, imaginons que, moi je suis arrivé à 0 quasiment, imaginons que tout le monde réduise juste de 50%. Ça ferait 50% de déchets en moins à collecter pour la commune. Ça ferait 50% de déchets en moins à trier et à recycler. Donc des unités de recyclage qui vont coûter 50% moins cher pour l'État le jour où on va les construire. Et il y aura sûrement 50% de nouvelles décharges en moins à construire, donc de la terre agricole qui ne va pas être mobilisée. Donc c'est à travers de petits gestes, à partir de petits gestes au quotidien, au niveau du citoyen, on peut réellement changer les choses, mais il faut éduquer. Et pour moi, c'est ça la clé. D'abord, on éduque. Ensuite, il faut repenser nos modes de production. Parce que je considère qu'il n'est pas normal qu'un vendeur de boissons gazeuses dans des bouteilles en plastique, dont on sait pertinemment que ces bouteilles, il suffit d'aller à la plage, on retrouve des centaines de milliers de bouchons qui traînent sur les plages, qui flottent dans la mer, des bouteilles qui traînent partout. Il n'est pas normal que cette entreprise qui vend des boissons gazeuses dans des bouteilles en plastique ne contribue pas à la gestion du problème qu'elle crée. Certes, elle nous vend des boissons gazeuses, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait de l'emballage? Et il y a la notion de pollueur-payeur, mais au-delà de ça, de pollueur citoyen, enfin d'entreprise citoyenne responsable. C'est-à-dire, vous générez un problème en fournissant un service ou un produit aux citoyens, contribuez et soyez pionniers dans la résolution de ce problème. Et quand je dis qu'il faut repenser les modes de production, c'est par exemple arrêter les bouteilles en plastique. On était très bon avant pour faire de la consigne avec des bouteilles en verre. Pensez la distribution en vrac. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dans les restaurants, au lieu d'acheter une boisson gazeuse, d'avoir un conteneur de boisson gazeuse où on remplit des verres pour les clients? Ça serait exactement le même produit, la même valeur de consommation pour le client, mais avec un problème en moins. Problèmes transversaux de contrôle sanitaire, etc. Vous savez, on essaye d'un côté, on essaye d'éradiquer le vrac pour mieux contrôler, et on a de l'autre côté une équation où on est obligé de balancer. Alors problème pour problème, autant éviter les déchets, parce qu'aujourd'hui, en évitant ces problèmes que vous évoquez, on génère des problèmes sociaux, environnementaux et autres. Donc je pense juste qu'il faut mettre nos entreprises à l'épreuve
Et souvent, on me dit, oui, mais si jamais on arrête de vendre les bouteilles d'eau, vous allez tuer l'industrie de l'eau minérale au Maroc. Et je dis non, nos entreprises ne sont pas bêtes, elles vont innover face à la contrainte. Le secteur privé innove et elles vont trouver des moyens de fournir le même service, de gagner autant d'argent, voire plus, avec moins d'impact. Il faut juste essayer. Oui. Alors ce qu'il a décrit, c'est tout simplement il le insiste sur le fait de développement. baisser, bien entendu, la production de déchets, mais Logique et raisonnable. alors bon, il y a une espèce d'équilibre à essayer d'avoir, mais le recyclage. Alors, c'est la première question que j'ai posée, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces déchets concrètement, et surtout avec les infrastructures dont on dispose. C'est un peu les éléments de la stratégie sur laquelle on travaille. C'est le développement durable. Le développement durable, c'est quoi? Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Après, on passe aux 3 R. Il faut réduire la production de ces déchets. Quand il est produit, il faut réutiliser ce déchet dans la mesure de possible. Quand c'est pas possible, il faut le réinjecter, le réinjecter soit dans une valorisation matière en premier lieu, produire un autre produit à partir de ce déchet-là, mais sinon, c'est de passer à une valorisation énergétique, et quand on n'arrive pas à faire aucune de ces solutions, on passe à la décharge contrôlée. C'est vraiment la dernière solution. Et ça, un peu, c'est le fait de passer sur notre principal chantier, c'est de passer d'une économie linéaire, qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire une économie qui est basée sur une exploitation des ressources naturelles, une production, disons, élevée de déchets, à une économie circulaire, c'est-à-dire une économie qui utilise les ressources naturelles avec ration, mais également qui réduit la production des déchets. Et ça, on travaille sur un certain nombre de filières. Pour ne citer que, bon, j'ai parlé tout à l'heure de la filière de recyclage des déchets ménagers, mais il y en a d'autres. On travaille également sur la filière des batteries usagées. Aujourd'hui, les batteries, comme vous savez, elles finissent au niveau chez certains ferrailleurs qui, tout simplement, vident l'acide au ras du sol, et contamine la nappe, qui brûle tout ce qui est plastique. C'est des émanations atmosphériques cancérigènes qui impactent la santé publique. Pour tout ça, pourquoi faire? Pour récupérer le plan. Aujourd'hui, on a une filière avec, quand je dis on, c'est avec les opérateurs qui va permettre de travailler avec le système de consigne et de faire remonter la batterie. Dorénavant, dans un proche avenir, quand vous allez changer votre batterie, vous serez amené d'amener l'ancienne. Sinon, vous allez payer 150 dirhams de plus. Notre intérêt, c'est pas d'avoir les 150 dirhams, c'est que la batterie remonte un circuit officiel, de créer des emplois verts et qu'elle remonte vers des unités de valorisation dans les règles de l'art. On importe du plomb alors qu'on pourrait les réutiliser. Exactement. Dans la batterie. On fait des économies en devises. C'est des plombs recyclés. Oui, oui. Et ça, c'est une filière. Les déchets ménagers, on est une autre. Les pneus qui finissent dans des fours et donc qui sont brûlés comme ça à l'air libre. Et encore, c'est des émanations cancérigènes. Ces pneus, ils peuvent être valorisés écologiquement chez certaines industries énergivores. Il y a également les huiles lubrifiantes. Ils finissent aujourd'hui avec, disons, un traitement anarchique. On connaît la quantité? À peu près 70 000 tonnes par an. 70 000 tonnes par an. Et là, ça descend où, ça? Ça, c'est soit... Dans les nappes. Non, plus que ça. Parfois, ils sont, disons, traités entre guillemets et revendus sur le marché. Et ça impacte négativement le parc auto. Le traitement n'est pas correct de la manière dont il se fait aujourd'hui. Sinon, ils sont utilisés également au niveau de certains fours et ça impacte la santé. Alors que cette matière-là, ce déchet-là, il pourrait être traité correctement et injecté dans le circuit des huiles neuves d'une manière correcte. Il y a le papier carton. Ça se valorise, on peut faire énormément. Les huiles de friture, les huiles de maison. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il y a une société marocaine innovante qui a réussi, je vais citer son nom, c'est Kilimanjaro, qui récupère les huiles usagées de consommation dans les restaurants et qui en fait du biocarburant qu'il exporte en Allemagne. Exact. Bon. Et de la graisse. Et au lieu de le laisser comme ça dans les égouts, et ça impacte le bon fonctionnement des STEP, des stations de traitement des eaux usées à la fin. Alors que ça pourrait être très utile, vous venez de dire. Les détroits, à notre exemple, tout le monde a au moins un portable sur lui, voire deux. Qu'est-ce qu'on fait avec par la suite? Il y a vraiment maintenant une réflexion, on est sur une étude, ça c'est un stade un peu moins avancé, pour mettre en place une filière de valorisation de ces déchets. Les déchets de construction, ils ont été traités par Cheikh Hassan, les voitures en fin de vie. Donc vraiment c'est un ensemble de filières. On travaille avec nos partenaires, quand je dis chaque fois je souligne, c'est avec les opérateurs, avec les autres ministères concernés, notamment le ministère de l'Intérieur et de l'Industrie. C'est vraiment dans le cadre de coopération qu'on mène ensemble ce chantier, Inch'Allah, qui va réussir. Voilà.
l'argent, c'est le nerf de la guerre, on le sait. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des filières qui sont conscientes du business que ça peut représenter? C'est-à-dire aujourd'hui, on parle des métiers verts, mais on parle aussi de ce métier de ce recyclage. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des expériences, je viens de parler de cette expérience-là, mais il y a d'autres projets innovants. On arrive à gagner de l'argent de manière concrète, de manière correcte, en faisant du recyclage? Alors, soyons les joueurs pour qu'on soit le plus clair possible. Oui. Moi, je travaillais au niveau de quelques pays au niveau du parcours méditerranéen, de contexte similaire, mais également de quelques pays développés. Les pays les plus développés qui ont essayé de réduire les déchets ménagers, ils ont pu réduire de 3 à 5% maximum. Les déchets industriels, oui, on peut réduire les déchets industriels parce que on peut utiliser d'autres déchets, d'autres secteurs à les valoriser. Un exemple. Puis c'est plus facile de contrôler les entreprises que effectivement. l'ensemble de la population. Alors maintenant, parce que là vous avez tout à l'heure parlé des recyclages. Aujourd'hui, ce qui se recycle au Maroc, c'est les produits qui ont gérer de la valeur économique. Le papier, le carton, parce qu'ils ont de la valeur. Par contre, tout ce qui n'a pas de valeur ne se recycle pas au Maroc. Et par conséquent, pour pouvoir le recycler, on a besoin de gérer des modèles de financement qui sont opérationnels, qui peuvent financer toute la chaîne de valorisation. L'exemple, c'est les pneus. Sans contribution des importateurs, puisque nous n'avons pas de producteurs des pneus neufs, sans cotisation ou contribution des producteurs, importateurs des pneus, on ne pourra pas mettre en place une filière de valorisation de collecte des pneus. Sans contribution des pétroliers pour les huiles usagées, on ne pourra pas récupérer et mettre en place une chaîne et une filière de valorisation des débats. C'est pareil pour c'est pareil pour pour les batteries usagées, c'est pareil pour les déchets de construction. Il va falloir que, par exemple, les promoteurs immobiliers intègrent dans le prix de mètre carré ou le prix du coût de la construction quelques dirhams pour pouvoir traiter les déchets. C'est dans ce cadre qu'on parle de la responsabilité élargie des importateurs ou des producteurs. Parce que malheureusement, nous avons des sociétés qui sont installées dans quelques pays européens. Quand ils sont en Europe, ils respectent la règle. Ils cotisent, ils contribuent, ils mettent quelques centimes dans le prix initial pour pouvoir financer la gestion de ces déchets quand il devient ce produit, quand il devient. Mais quand ils sont au Maroc, puisque nous n'avons pas de contrôle, vous savez, tout à l'heure, il n'y a pas d'obligation de respecter les dispositions réglementaires. Effectivement, le recyclage se fait juste, on essaye de faire le recyclage facile, et c'est l'exemple des chiffonniers. Par rapport aux chiffonniers, moi j'ai eu l'occasion de participer à une étude au niveau de Casablanca. Vous savez qu'on estime qu'au niveau national, il y a 12 000 familles chiffonniers qui vivent du recyclage. 12 000 familles qui vivent directement du recyclage. Ce sont les chiffonniers. Si vous ajoutez les grossistes, les semi-grossistes et les grands grossistes, là vous aurez autour de 20 000 opérateurs. Quand on a fait une analyse et une étude sociale de ces récupérateurs, à Casablanca seul, concentre près de 3 400 récupérateurs. Alors, messieurs, ces récupérateurs n'ont aucune instruction, n'ont aucune formation. Alors, vous ne pouvez pas, ils n'ont aucune qualification. Tout à l'heure, vous avez parlé de gérer, est-ce qu'on peut les intégrer? On ne peut pas les intégrer, parce qu'il faut être raisonnable dans nos discours. On ne peut pas tout intégrer, mais il va falloir trouver des solutions alternatives, il faut être innovant par rapport aux solutions. Aujourd'hui, on est en train de parler de recyclage, plastique, carton. Vous imaginez que si on recycle 100% des déchets, carton, plastique, on fait un bon tri, nous allons recycler 20% maximum de nos déchets ménagers. Je parle de la valorisation de matière. Par contre, on peut si pas on fait un tri en amont. Oui. Par contre, on ne peut pas s'en passer des décharges. La décharge, on aura toujours besoin. Mais il va falloir réduire la quantité à enfourrer. Et dans ce cadre, il y a des initiatives de valorisation énergétique des déchets. Pour produire du biogaz, c'est l'exemple de Fès et de Oujda, mais également les initiatives de Marrakech, de Blimillel, de Casablanca, pour pouvoir produire ce qu'on appelle un combustible alternatif qui peut être utilisé notamment par les cimentiers ou autres de valorisation thermique. Et donc, pour pouvoir faire ça, nous avons besoin d'un financement. Alors là, on parle que des déchets ménagers. Aujourd'hui, quand on vous avait parlé de l'état de la gestion des déchets, on a fait de grands pas. On a franchi de grands pas par rapport aux déchets ménagers. Mais nous sommes encore loin et très loin par rapport aux déchets industriels, notamment les déchets dangereux. Aujourd'hui, seulement 8% des déchets industriels sont
collecté et traité, sachant que nous avons des obligations et des dispositions réglementaires qui exigent à ce que ce déchet dangereux doit avoir une autorisation pour pouvoir le transporter, doit avoir également une autorisation pour pouvoir le traiter. Donc aujourd'hui, il est temps qu'on essaye de mettre en place les moyens pour appliquer les dispositions, les lois. C'est toujours le même problème, hein, des lois et les faire appliquer. Et justement, en parlant de loi, on va parler de ces fameux sachets en plastique, Mika Khla, hein, qui étaient finalement rentrés dans nos habitudes à tous, à nous les Marocains. Un sachet en plastique, je parle sous votre contrôle, ça met 400 ans. Hein, à se dégrader. Centaines d'années. Bon, après ça dépend du type de plastique. Alors, la loi qui interdit la fabrication des sacs en plastique, leur importation, leur commercialisation et leur utilisation a été adoptée. On parlait d'application. On commence à l'approche de sa mise en application. On commence à discuter, voilà, etc. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'on y arrivera? Alors, moi, bien sûr, j'y crois, parce que je suis de nature très optimiste et que j'ai confiance dans notre pays et dans l'humain de manière générale. Pour cette loi, on va y arriver, mais ça va prendre un peu de temps. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui est passée un peu trop vite à mon goût. C'est une loi que j'encourage. Je ne peux pas être contre ce type de loi, c'est pour ça que je me bats. Mais elle a été votée en décembre et tout le secteur de la plasturgie n'a pas eu le temps de se retourner et de s'adapter. Aussi, un très très gros manque aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Aujourd'hui, quand je parle aux gens que je rencontre au quotidien, parce que je parle tout le temps de sachets plastiques, je leur dis, voilà, on va interdire le méca à partir du 1er juillet. Ils me disent, c'est impossible. Ils me disent, Kirende, je vais aller chez le boucher, comment je vais faire? Je dis, moi, quand je vais chez le boucher, je prends avec moi un Tupperware, et je le donne au boucher, il le soupèse, il me met dedans le kfta ou ce que je veux acheter, et je mets ça dans mon panier, et je n'ai pas besoin de sachet plastique. Il me dit, ah oui, d'accord. Il me dit, et si je veux aller chez l'épicier, comment je vais faire? Et à chaque fois, il faut expliquer pour donner et présenter les alternatives. Et cette loi risque de perdre en efficacité si on n'explique pas aux citoyens comment, et c'est très très simple, comment on peut se passer de ces sachets plastiques. Donc il faut un accompagnement du secteur de la plasturgie, mais aussi un accompagnement des citoyens pour leur présenter des alternatives simples pour les petits gestes au quotidien où on est complètement habitué et addict aux sachets plastiques aujourd'hui. Est-ce qu'on a pensé justement aux alternatives? Vous parlez d'un Tupperware c'est en plastique aussi? Non, il est en verre. Ah, en verre, oui. Alors, le couvercle est en plastique, mais le couvercle je l'ai utilisé 10 ans. En verre. Bon, après, j'imagine que ça va être compliqué en fonction des couches sociales, de ce que ça coûte et de voir comment on va pouvoir faire fonctionner ça. Mais justement, est-ce qu'on a anticipé les alternatives qui pourraient être tout aussi polluantes? La nature est hors du vide. Il y a un moment, si on ne propose pas, comme a dit ici Mamoun, une alternative, ok, on enlève les sacs en plastique, mais en même temps, on donne pas d'alternative, on va aller vers quelque chose. Et ce quelque chose, il peut peut-être avoir un potentiel de dégradation de l'environnement. Si vous permettez rapidement, pour l'histoire des filières, il n'y a pas que le volet financier, il y a d'autres volets sur lesquels le gouvernement travaille. Il y a le volet gouvernance, il est aussi important que le volet financier. Aujourd'hui, il y a vraiment un comité d'orientation stratégique. Dernièrement, on vient de créer une coalition de valorisation des déchets qui implique aussi bien le secteur privé que public, que l'expertise nationale, que les associations concernées. Il y a un cadre juridique qui est en train de mettre en place. On a une loi sur les déchets, on a un décret sur la gestion des déchets dangereux, sur le transport des déchets dangereux, un projet de décret sur les déchets non dangereux, et pour chaque filière, on a un arrêté. Donc les ingrédients pour la réussite de la valorisation des filières de valorisation des déchets sont là pour développer, pour réussir ce challenge, et je pense, Inch'Allah, on va le réussir. Mais avec les décrets, est-ce qu'on a les mécanismes pour faire appliquer? Est-ce qu'on aura une police de l'environnement, une police des sacs plastiques? Est-ce qu'on va avoir une voilà, exactement, oui, ça c'est ce qu'on appelle nous la veille. Et il y a en même temps un laboratoire national de l'environnement qui a été renforcé dernièrement, qui va assurer le suivi technique de ce qui se passe. On a un observatoire national et des observatoires régionaux qui assurent le suivi sur le terrain de ce qui se passe et pour optimiser, canaliser. Mais il y a également la police de l'environnement qui vient d'être créée et qui va jouer le rôle de police administrative et qu'il faut renforcer bien évidemment. Mais comme j'ai dit, les ingrédients sont là. Il faut les renforcer, les développer, mais Inch'Allah avec, disons, l'intervention de chacun, et le gouvernement, et le secteur privé, et les collectivités territoriales, et les opérateurs, on va réussir ça.
pour réussir pour revenir au sac en plastique, bien évidemment, vous avez donné un chiffre, j'ajouterai un autre. On est presque parmi les champions, on consomme 800 sacs de plastique par an. En France, 800 sacs par personne. En France, on parle de 300. Au Québec, on parle de 200. Donc, il y a un problème. Des initiatives ont été menées depuis longtemps. Vous avez suivi ça. On a pensé à interdire le sac noir. On s'est trouvé avec le sac marron. Est-ce qu'on a réussi le challenge? Mais rien n'a changé. On a joué sur le grammage, l'épaisseur des sacs. Ça n'a pas abouti. On trouve toujours des sacs de quelques grammes dans la nature. On a joué à un certain moment, on a essayé d'introduire le sac biodégradable. Avec le temps, ça se trouve, sac biodégradable, 50% biodégradable, et à la fin de compte, c'est du sac à base de polyéthylène classique, donc il n'y a rien de la biodégradabilité, c'est très difficile à contrôler. Donc la solution, c'était quand même tout le monde est d'accord. Oui, tout le monde est d'accord, ça impacte l'environnement, il y a des solutions. Nos parents... À travers le monde, on a déjà eu l'interdiction de sacs en plastique qui ont donné un succès. Exactement, dans des pays africains et dans d'autres pays du monde, et ça donne des résultats. L'idée de campagne, effectivement, c'est prévu toute une campagne pour sensibiliser, pour présenter l'alternative, pour, disons, introduire et vulgariser un peu cette loi, qui est à mon sens vraiment très importante. Inch'Allah, on va la réussir, parce que c'est comme ça qu'on peut résoudre ce problème, et tout le monde est d'accord. Mais on n'arrive pas à le résoudre. Tout le monde est d'accord, vous êtes d'accord? Bon, ça va demander un peu plus de temps. C'est-à-dire, l'entrée en vigueur, c'est en principe le 1er juillet. Mais je pense que il va falloir quand même réfléchir à l'informel, parce que les sacs plastiques, en partie, c'est également produit parce qu'il suffit d'avoir un petit garage, et un petit local, et une petite machine pour pouvoir produire effectivement des sacs plastiques. Mais je pense que ça va prendre du temps. Mais c'est pour ça de l'intérêt, comme j'avais dit tout à l'heure par rapport à l'exemple que j'ai donné des Japonais pour le Lexivia, on devrait également le donner aux Marocains, parce que finalement, le citoyen, il a aussi sa part de responsabilité si on change les comportements, et je pense que ça, c'est le plus difficile. On peut faire des émissions, on peut tout ce que vous voulez dans l'école, mais si ces campagnes de communication ne sont pas suivies ou traduites par des changements de comportement, malheureusement, on n'y arrivera pas. Alors justement, en termes de... Oui, allez-y, après je vous demanderai comment vous avez fait, parce que finalement, à part votre petit Tupperware en verre, qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour baisser de 96% votre émission de déchets? Alors, un élément clé sur cette histoire de sachets plastiques et leur interdiction. La grande erreur à éviter, c'est de remplacer les 26 milliards de sacs plastiques par 26 milliards de sacs en papier. Parce que on reste dans la logique du jetable, de la consommation, de l'objet à usage unique. Et c'est ça la clé du problème, c'est ça contre lequel il faut lutter. Parce que le sac en papier aussi a des impacts. Il ne va pas aller s'accrocher dans les arbres et rester 100 ans, mais il a des impacts à la production, consommation d'eau, consommation de produits chimiques, beaucoup de consommation d'arbres aussi. Donc voilà. Donc il faut lutter contre le jetable, et c'est pour ça qu'il faut éduquer, sensibiliser et expliquer. Prendre le temps de le faire pour accompagner la réussite de cette loi. Moi, dans mon expérience Zero Zbul, comment j'ai fait? Au début, je me suis dit, pour réduire les déchets, comment on fait à l'étranger? Eh bien, pour gérer les déchets, on crée des usines de recyclage, on fait des programmes d'éducation dans les écoles, on fait des campagnes de sensibilisation de masse. Sauf que moi, citoyen lambda, je n'ai ni accès aux médias, ni accès aux programmes des écoles, ni l'argent pour construire des usines de recyclage. Donc j'ai décidé de commencer par mes habitudes personnelles, et la seule chose sur laquelle j'ai un pouvoir total, c'est-à-dire moi-même. Et très rapidement, j'ai compris que les meilleurs gestes étaient dans la réduction, dans le fait d'éviter les bouteilles en plastique. Tout à l'heure, on enlève les bouteilles en plastique. Tout à l'heure, quand on m'a servi un verre d'eau, on a voulu me servir une bouteille en plastique, j'ai dit non, s'il vous plaît, de l'eau du robinet. Ça permet d'enlever 12 kilos de plastique pour une personne qui boirait 1 litre d'eau par jour. Donc vraiment le strict minimum, 12 kilos de plastique par an. Qui achète. Oui, voilà. Qui achète. Mais autour de cette table, je pense qu'on est tous dans ce cas-là, et pas mal de nos auditeurs aussi. Oui, il y a une réalité. Ça, c'est pour la bouteille en plastique, par exemple. Pour le sachet en plastique, je l'ai banni. J'utilise un panier en osier, le même qu'utilisait ma grand-mère quand j'étais petit. J'utilise des boîtes, j'utilise des sacs en tissu pour acheter le riz, pour acheter les pâtes, le vermicelle, tout ça. On a la chance au Maroc de pouvoir l'acheter encore en vrac au marché. Donc je fais ça.
Et aussi, il reste, une fois qu'on a réduit, il y a toujours un type de déchet contre lequel on ne peut rien, c'est les déchets organiques. Quand j'épluche ma tomate, il me reste des épluchures de tomates. Ça, j'en fais du compost. Et j'ai deux types de compost. Un compost dans un jardin qui est le jardin de mes parents, mais tout le monde n'a pas un jardin. Et j'ai un compost dans mon appartement, dans un pot, où tout simplement j'enterre, j'ai mis un système intérieur où j'enterre les déchets. Et dans ce pot, il y a des vers. Et ces vers consomment les quelques kilos de déchets organiques que je mets chaque mois dedans. Et ça fait du compost que je peux réutiliser dans d'autres plantes. Donc ça, c'est un exemple. Bon, j'imagine que si on était une famille de 10 personnes, dans un appartement, ça serait un peu plus compliqué. Mais il est toujours possible de traiter une partie de nos déchets organiques de cette manière. Et donc voilà, donc vraiment, c'est dans de petits gestes, de petits réflexes au quotidien. Par exemple, sur le panier en osier, la première fois que j'ai voulu commencer à faire cette démarche de zéro spill, je suis parti au marché et j'avais oublié mon panier, ce qui arrive à tout le monde. Je me suis obligé à ne pas prendre de sachets plastiques. Je suis rentré chez moi avec plein de choses dans les bras. J'ai fait une fois, deux fois, je me suis auto-éduqué. Et plus jamais je n'ai oublié mon panier. Donc c'est vraiment de petits réflexes à adopter. Après, il y a certaines limites, comme le lait par exemple. Je déconseille à quelqu'un d'acheter du lait non pasteurisé en bouteille chez un marchand ambulant. Il vaut mieux acheter du lait dans du Tetra Pak et on compte sur vous pour traiter le Tetra Pak derrière dans les plus brefs délais. Donc, voilà. Il n'y a rien qui lui échappe. Non mais la sensibilisation, on a bien vu, c'est central. Mais en même temps, quand je vous écoute, je vais peut-être dire un mot. Je suis désolé, mais aujourd'hui, on est quand même dans un pays. On est parti du monde rural avec un exode pour aller vers la ville, avec cette culture peut-être d'ascension sociale, non mais d'ascension sociale aussi, d'avoir un différent statut, d'aller vers la ville. Est-ce que ça va être difficile? Et puis c'est nouveau, donc passer d'une population qui a voulu aller vivre dans les villes et de leur dire d'avoir des habitudes qui finalement reviennent aux habitudes qu'on peut avoir dans le rural. Là, il y a des messages très particuliers avec la diversité de la population qu'on peut avoir dans notre Maroc. Ça va être compliqué de communiquer sur les différentes populations. À mon sens, le secret est d'investir dans les enfants. Et on fait ça au ministère de l'Environnement. Ouais. On mobilise, on finance des clubs de l'environnement au niveau des écoles. On organise des campagnes au niveau des écoles. On finance également des centres d'éducation au niveau des ONG. Tout ça, c'est pour un peu au moins, disons, pour la génération à venir, on est sûr, disons, d'avoir une adhésion à 100%. Il est bien évidemment, il y a une période de transition, il ne faut pas croire que du jour au lendemain, on va s'inscrire dans ce que vient de dire monsieur. Mais c'est déjà une bonne chose, c'est un bon exemple à méditer, à s'en inspirer et aller de l'avant. Mais une fois la période de transition passée, j'espère que ça ne dépasserait pas la durée d'une génération. Je pense que le Maroc peut être fier de ces chantiers qu'il vient de lancer aujourd'hui en matière de tri et de valorisation des déchets. C'est chaud, toi. Moi, je crois une chose. Ceux qui ont étudié l'administration, ils disent que la complexité, le changement, la complexité changement dans le temps. Vous savez qu'aujourd'hui, et ça c'est connu, c'est au niveau international, la première chose que vous pouvez changer, c'est les connaissances. Donc vous pouvez effectivement communiquer tout ce que vous voulez. Et donc vous n'allez pas toucher tout le monde. Vous allez toucher une partie de la population en termes de connaissances, en termes d'éducation, en termes d'enseignement. Et puis, peut-être dans 10 ans, ces gens qui étaient éduqués, sensibilisés, vont changer de comportement pour qu'ils commencent eux-mêmes à influencer leur voisinage, Donc ça les sera proches. une histoire de génération. 30 ans. Une histoire de génération. C'est une trentaine d'années pour pouvoir changer en profondeur, effectivement, les comportements. Et nous, on n'a pas 30 ans parce que je dois rendre l'antenne. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre ce sujet. Excellente soirée sur Medi 1 TV. La rediffusion à 22h40 comme tous les soirs. Et je vous dis à demain.